Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de ma chaîne Millenali. Je vais faire le bilan lecture du mois de février 2024 aujourd'hui, avec les livres que j'aurais pu lire. On commencera par 2 romans contemporains français, puis un roman américain du XXe siècle, un roman historique, 2 romans classiques, un policier, une autobiographie, un roman de mythologie nordique et pour conclure un roman young adult en anglais. C'est parti. Et on va commencer avec un auteur que j'aime particulièrement, dont j'ai lu tous les livres. C'est Jean-Michel Guénassia avec son dernier livre, son dernier roman, Adieu va. Ce qui est très agréable avec l'écriture de Guénassia, c'est que c'est très accessible. On tourne facilement les pages, c'est écrit de manière assez simple et à la fois, on y retrouve toujours de l'émotion. On sourit, on est stupéfait, on est pris dedans. Et c'est ce qui est vraiment très très agréable. Là, dans ce roman, Adieu va, c'est en réalité une fresque qui démarre juste après la Première Guerre mondiale, où on suit des femmes, pour commencer Irène qui est couturière, qui travaille pour Madeleine, qui vient d'un foyer beaucoup plus riche, et elle-même qui est amie avec comment il s'appelle, Jeanne. Jeanne qui, voilà, donc elles vont former un trio de femmes et il s'avère qu'elles vont avoir des enfants, leur premier-né, quasiment en même temps. Irène va accoucher d'Arlène, Madeleine va accoucher de Daniel et Jeanne de Thomas et Marie, des jumeaux. Ces 4 enfants vont créer des liens très forts avec des personnalités très variées, très disparates. L'un est plutôt mystérieux, réservé et très patriote. L'autre est beaucoup plus émotif, passionné. Il se rêve poète et il va beaucoup peiner pendant ses études car il est aussi très rêveur et va devoir souffrir pas mal aussi parce qu'il est né gaucher et qu'à l'époque c'était une tare qu'il fallait absolument corriger. Donc voilà, 2 personnages masculins différents. Et du côté des filles, on a Marie qui est une artiste née, passionnée d'art, qui va se consacrer à la restauration de vitraux après la Deuxième Guerre mondiale, puisque voilà, les personnages vont traverser cette guerre. Et on a ensuite donc Arlène qui elle est brillante, première de sa classe, passionnée et très en avance en tout ce qui est mathématiques. Elle se rêve ingénieure, elle va vouloir tout faire pour y arriver, sauf que elle doit faire face aussi à l'époque et à sa condition de femme. Ce roman est très bien documenté. Ce qui est toujours appréciable dans voilà, ce genre de fresque qui est quand même historique. Et divers thèmes sont abordés, les guerres d'abord, mais aussi la mort, le deuil, la rancœur, la condition de la femme, l'Algérie, la vie aussi de manière plus vaste et même une forme de destin, chose qu'on retrouve souvent dans les œuvres de Guénassia, cette question de destin. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais un peu surprise par la fin. La fin est très abrupte, mais c'était une très bonne lecture et je vous la conseille.
Le deuxième livre contemporain français que j'ai lu, c'est Par tous les autres de David Thomas. J'avais déjà lu un livre de lui qui s'appelle Seul entouré de chiens qui mordent, qui est du même format, c'est-à-dire en fait ce ne sont que des courts textes d'une, deux, trois, quatre, 5 pages maximum qui s'enchaînent, des petits bouts de vie, plein de personnages très variés, plein de situations très variées, et c'est ce qui fait toute la richesse de ces livres. C'est souvent sarcastique. J'ai beaucoup ri à beaucoup de moments en me disant des fois que c'était particulièrement juste ce qu'il disait. Après, il y a aussi des choses beaucoup plus dures. C'est la vie dans tous ses états. L'écriture est assez simple, directe, crue aussi parfois. Le format est assez original du fait que ce soit d'aussi courtes nouvelles hein, au final. J'ai beaucoup aimé, comme j'avais aimé d'ailleurs son recueil précédent, même si, bon, je n'ai pas tout aimé. Mais il y a vraiment des petites choses à grappiller un peu partout et c'est une bonne lecture. Et j'enchaîne avec un roman américain, pas tout récent, puisqu'il a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1965, qui s'appelle Stoner et qui a été écrit par John Williams. Il n'a été publié en France, en français, qu'en 2011. Et la traductrice est Anna Gavalda. J'étais assez étonnée, je ne savais pas qu'elle faisait de la traduction. Et j'ai trouvé d'ailleurs que la traduction était vraiment de qualité. Elle a été très touchée par ce roman et je la comprends parce que moi aussi. On y suit William Stoner, un jeune homme qui vient d'un milieu agricole plutôt pauvre, mais qui va faire ses études d'abord en agriculture d'ailleurs à l'université de Columbia. On se trouve vraiment au début du XXe siècle et d'ailleurs tout le roman en fait va durer toute la première partie, la première moitié du XXe siècle. Et donc voilà, William Stoner va se retrouver à Columbia et il va y découvrir la littérature. Et ça va être un coup de cœur qui va même faire que il va abandonner ses études d'agriculteur, enfin en agriculture, et il va se lancer dans un cursus de lettres. Ça va le mener très loin, puisqu'il va lui-même devenir professeur, même professeur émérite de l'université de Columbia. Il va rester vraiment à Columbia quasiment toute sa vie. Et c'est très intéressant de voir d'ailleurs le point de vue du professeur dans l'université. Moi personnellement j'ai étudié à la fac, d'ailleurs la littérature anglophone, et de voir vraiment du point de vue du prof, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est pas le seul intérêt qu'il y a au livre. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la douceur. Alors il y a certaines critiques qui ont parlé de ce livre comme étant mélancolique. Moi je dirais que c'est pas mélancolique, je dirais que c'est à l'image du protagoniste, c'est la vie. Bon, il va y avoir un mariage raté, il va y avoir des épreuves à surmonter, il va y avoir des affaires pas très claires à l'université, des déboires, etc. En tout cas, c'est surtout de la douceur que j'ai trouvé. Vraiment de la douceur et que j'ai beaucoup apprécié. Et même dans les moments les plus difficiles. Et ça fait vraiment, je trouve, de ce livre une œuvre à lire et à apprécier en prenant son temps et que je recommande. J'ai aussi lu un livre historique écrit par Amy Harmon qui s'appelle La fille qui prenait les armes, qui est une œuvre fictionnelle mais tirée de faits réels, où on y suit le personnage de Déborah Sanson, une jeune fille qui a vécu de ses 10 ans à ses 18 ans comme aide ménagère, voilà,
dans une maison américaine avec un couple qui a 10 enfants, 10 fils. Et elle a donc passé toute sa jeunesse avec eux et elle a réussi à apprécier cette vie-là où elle s'est toujours montrée très organisée, très efficace. Elle a beaucoup d'énergie, elle aime courir vite. Et c'est une époque un peu particulière parce que c'est juste quand débute la guerre d'indépendance aux États-Unis, qui ne sont pas encore les États-Unis, puisque les Américains revendiquent ce territoire britannique qui était une colonie à l'époque, une colonie britannique, et les Américains en 1776 déclarent une indépendance, font la déclaration d'indépendance des États-Unis, et c'est une cause qui va toucher évidemment tout le peuple américain, puisque les jeunes hommes, les hommes vont être appelés à faire la guerre, à partir faire la guerre. Or, Déborah, qui, comme je disais, a beaucoup d'énergie, est très efficace, aime courir, qui est très proche des 10 autres garçons, elle a appris à manier les armes, elle a appris... Et en fait, elle rêve aussi que d'une chose, c'est de liberté. Et en tant que femme, malheureusement, on lui refuse toute liberté. Voire même, on lui dit juste que bientôt, il va falloir qu'elle se marie. Et bon, c'est pas dans ses projets. Elle a envie d'aventure, de liberté, de vivre. Et elle décide donc de se transformer en homme et de devenir soldat pour la cause des indépendantistes. Elle rejoint les tuniques bleues qui luttaient contre les tuniques rouges, qui étaient les Britanniques. Alors, elle se fait passer pour un homme, mais elle ne renie pas pour autant sa condition de femme, dans le sens que elle n'a pas, elle, envie personnellement d'être un garçon. C'est juste qu'elle utilise ce subterfuge pour pouvoir avoir la vie dont elle rêve, puisque cette liberté dont elle rêve pour elle, c'est aussi la liberté dont rêvent les Américains via cette lutte, ce combat, et donc elle s'y identifie complètement. C'est bien écrit. Bon, alors on y voit la guerre, rude, sanglante, mais c'est vraiment bien écrit, détaillé, on s'attache au personnage, on se sent plongé dans une période de l'histoire américaine importante. Et alors il y a aussi une histoire d'amour, mais je ne dirais pas pour autant que c'est un roman d'amour, puisque c'est pas le cœur du récit. À la fin du livre, Amy Harmon explique où est la partie fictionnelle dans son roman et quelles sont les réelles connaissances qu'on a de cette Déborah Sanson qui a réellement existé. Ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que autant j'ai vraiment bien aimé le livre, autant j'ai toujours un petit peu de mal avec ce côté, bon, je lis un livre historique, mais la majorité du récit est quand même inventée. Où se trouve la part de réalité là-dedans? Mais bon, je trouve ça toujours un peu frustrant. Mais c'était intéressant d'avoir les petites remarques de l'autrice à la fin qui resitue historiquement les choses. Donc un livre agréable et assez intéressant. En roman classique, j'ai lu Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Alors j'avais vu l'adaptation en film du livre qui m'avait pas forcément convaincue, mais c'était quand même un livre que j'avais envie de lire depuis un bon bout de temps pour me faire mon idée. Et j'y ai donc pu redécouvrir l'histoire où on suit une jeune femme, Bathsheba Everdeen, qui hérite d'une grande ferme dans la campagne anglaise du 19e siècle et qui se retrouve, en fait l'histoire est assez simple, à avoir des prétendants
alors que elle gère sa ferme. Elle est plutôt coquette, légère, bon, un peu vaniteuse, mais voilà, il y a trois hommes qui vont être très épris et toute l'intrigue, tout le roman tourne autour de ça. Ça et on y découvre aussi l'organisation, la vie dans une ferme à l'époque, de l'époque. Parmi ses prétendants, il y a Gabriel Hawke, qui lui-même a été fermier précédemment et qui là devient berger pour Bathsheba. C'est un personnage très attachant. J'ai vraiment bien aimé ce personnage. Il y a aussi Monsieur Mr. Boldwood, qui lui est aussi fermier. D'ailleurs, sa ferme touche celle de Bathsheba. Et alors lui, pareil, grand amour pour Bathsheba, elle va le laisser miroiter pas mal. Euh, Faut lire pour en savoir plus. Et le dernier, c'est un sergent, le sergent 3, qui, lui, est un coureur et va aussi s'intéresser de près à Bathsheba. Je ne vous révèle pas qui gagnera le cœur de Bathsheba, car si jusque-là elle ne ressent pas grand-chose de l'amour, finalement quand même un peu par la suite. J'ai trouvé que c'était... Bon, comme je vous disais, ça reste très simple. Là où j'ai eu un peu de mal, c'est que bon, au 19e siècle, il y a eu beaucoup d'œuvres écrites vraiment de type romantique, c'est-à-dire avec beaucoup d'émotions, de sentiments, une écriture qui essaie d'analyser tout ça, de rendre toutes ces choses, ce que je trouve très très intéressant. Et là, il n'y a pas du tout ça. C'est très factuel. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Ça m'a un petit peu frustrée. Mais bon, sinon, j'ai trouvé ça, c'était pas désagréable à lire et je pense que voilà, c'est un classique, pas pour rien non plus. Thomas Hardy, qui a aussi écrit Tess d'Uberville, a une renommée qu'il mérite très certainement. Autre classique que j'ai lu, c'est Pierre et Jean de Maupassant. Alors, Pierre et Jean, c'est un très court roman, il fait 150 pages, donc vraiment très court, où on suit deux frères, Pierre, l'aîné, et Jean, le cadet, qui vivent avec leurs parents, dont voilà, le père est à la retraite, un ancien bijoutier qui aime la pêche. Ils ont une vie plutôt aisée, sans que ce soit excessif. Mais voilà, ils ont leur petite vie. Et un jour, un maréchal qui était une vieille connaissance de la famille qui n'avait pas vu depuis très longtemps, décède et lègue tout son héritage qui est très conséquent à Jean. Jean et pas à Pierre. Donc Pierre se retrouve dans une situation très particulière. C'est lui l'aîné, c'est lui, il est complètement mis à l'écart de cet héritage. Jean devient très très riche. Situation vraiment très malaisante, très particulière. Alors Pierre et Jean sont des personnages, sont des personnes très très différentes. Pierre, il est plutôt sûr de lui, il a beaucoup de fierté, il se sent même un peu supérieur hein, souvent aux autres. Alors lui, il a été diplômé médecin, donc voilà, il est jeune médecin, il se voit réaliser des grandes choses. Bon, Jean, lui, de son côté, est beaucoup plus discret, beaucoup plus, voilà, réservé. Lui, il a fait des études de droit et tout nouveau avocat. C'est tout récent. Et donc voilà, ils vivent encore chez leurs parents.
Et on y suit surtout Pierre, en fait, pendant le récit, puis un peu Jean sur la fin. Pierre qui est rongé par la jalousie, évidemment. La jalousie, il y a aussi forcément un peu de cupidité. Et c'est intéressant parce qu'il y a tout le cheminement psychologique de Pierre que l'on suit. Un cheminement psychologique tortueux où Maupassant cherche aussi grâce à son écriture à retranscrire vraiment les différentes étapes, tout ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un, ce que j'ai trouvé très intéressant. Les humeurs aussi qui sont instables, on est vraiment dans la tête de quelqu'un de perturbé en fait par la situation. Ce qui va se passer aussi, c'est que Pierre va se poser la question de la raison. La raison pourquoi c'est Jean qui a hérité de ce maréchal et pas lui, et pas eux deux, et pas... La raison. Et c'est là aussi que le récit devient intéressant encore plus, parce que c'est cette fameuse raison, je vais laisser du suspense, mais qui va faire un chamboulement dans cette famille. Au début du récit, Maupassant fait une sorte de préface où il parle de l'art d'écrire. J'ai trouvé ça très intéressant, notamment à son époque, au 19e, sur le courant naturaliste. Et il est assez critique. Il trouve que, parler avec plus de réalisme possible, c'est bien gentil, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment possible? Alors il émet des idées, des remarques, tout ça, et il va tâcher dans son livre, Pierre et Jean, de mettre en pratique ce qu'il a soulevé au tout début dans ce petit texte. Et je trouve que ça met en perspective vraiment ce récit dans la littérature du 19e siècle. Et comme ça se lit très rapidement, je ne peux que vous inviter à le lire, même si c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est un récit assez captivant et que je trouve d'un assez grand intérêt. Et maintenant un policier, alors en fait qui est un tome 2, donc je vais être obligée de vous parler du tome 1 aussi, écrit par deux auteurs suédois, Hjort, je ne saurais pas le prononcer, et Rosenfeld. Le deuxième tome s'appelle Le Disciple, et le premier tome s'appelait Celui qui n'est pas un meurtrier. Celui qui n'était pas un meurtrier, pardon. C'est une série assez particulière dans le sens que il y a à la fois dans chaque tome une enquête, mais on y suit vraiment de manière très importante le déroulement de la vie des personnages policiers, et notamment surtout d'un profiler, je sais pas comment on dit, hors pair, Sébastien Bergman. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les lire dans le désordre, ces livres-là. C'est vraiment le cœur de la série et des romans. Dans le premier tome, on se retrouvait avec une enquête que je trouvais vraiment haletante et très très bien menée, j'avais beaucoup aimé. Avec Sébastien Bergman, alors lui qui est un personnage très particulier parce que il est dépressif, il a perdu sa femme et sa fille, il est accro au sexe, il a plein de dépendances, il va mal, et finalement, même d'ailleurs dans le premier tome, il rejoint l'enquête parce que ça va le servir lui, ce sont tout à fait pour des raisons égoïstes. Mais c'était vraiment, voilà, ce premier tome était vraiment très 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 prenant. Et dans le deuxième, donc Le Disciple,
Là, c'est un petit peu différent parce que c'est pas une enquête, voilà, avec un meurtre, une résolution. Enfin, il y a une résolution quand même, mais là, on y suit le cas d'un tueur en série. Un tueur en série qui imite un autre tueur en série qui, lui, est incarcéré. On sait assez rapidement ce qui se passe. Comme beaucoup de romans policiers suédois, comme notamment ceux de Camilla Läckberg, ce sont à chaque fois des petites parties de points de vue de personnages différents. Donc ça se lit, les romans sont assez épais, mais ça se lit assez vite parce que voilà, on a 3 pages d'un point de vue d'un personnage, puis 5 pages sur le point de vue d'un autre, etc. Et en fait, on va savoir au bout d'un moment qu'est-ce qui se passe, qui est le tueur en série, comment l'organisation, tout ça. Ce qui n'empêche que on reste quand même très accro, hein. Enfin en tout cas ça a été mon cas, de savoir ce qui va se passer. On est pris dans l'action, dans les rebondissements, etc. Le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que il faut attendre peut-être le quart du roman pour que ça démarre vraiment, puisque le premier quart est vraiment concentré sur Sébastien Bergman et son état végétatif et bon, j'ai trouvé ça un peu long. Mais ça en valait la peine parce qu'il y a beaucoup beaucoup de révélations, beaucoup beaucoup de rebondissements encore une fois. Et même si je pense que j'ai quand même préféré le premier tome, je continuerai la série avec intérêt et plaisir. Alors j'ai lu aussi une autobiographie, une autobiographie de célébrité. Alors le genre de livre que je ne lis pas du tout d'habitude, mais là j'en avais vraiment envie parce qu'il s'agit de celle de Matthew Perry qui s'appelle Friends, Mes amours et cette chose terrible. Vous en avez peut-être entendu parler, donc bien sûr Matthew Perry c'était celui qui jouait Chandler dans la série Friends et je suis une inconditionnelle fan de cette série. Son décès m'a beaucoup touchée et donc c'est aussi pour ça que je me suis dit que j'allais lire son témoignage, son autobiographie. Et voilà, c'est une autobiographie, on suit son enfance, son parcours, ses amours, son expérience avec Friends, son expérience après Friends. Mais surtout, surtout, on découvre, et c'est tout le fil rouge du livre, son problème d'addiction. L'acteur a souffert vraiment de gros, gros, gros problèmes d'addiction à l'alcool, aux médicaments, à la drogue. Il a fait une multitude de séjours en centre de désintoxication. Il a vécu des choses dramatiques. Son corps a subi des choses dramatiques. C'est l'expérience qui compte le plus pour l'acteur dans ce qu'il veut nous transmettre de lui. Et c'est absolument bouleversant. Surtout quand on sait ce qui s'est passé à la fin, hein, son décès. C'est une lecture où on retrouve toute son ironie. C'est vraiment très intime et bon, il parle aussi de sa peur de l'abandon, de son besoin d'amour, de ses angoisses. Mais le livre est très rythmé. Je ne vais pas dire qu'il est drôle parce que c'est vraiment trop dramatique pour parler de livres drôles. Mais encore une fois, on y retrouve la petite touche de cet homme qui savait faire rire énormément. C'est un livre qui m'a touchée vraiment et qui m'est resté en tête bien après la fin de cette lecture. Et je sais pas, je me dis que pour ceux soit qui sont intéressés par les questions d'addiction ou soit
qui était touché par Friends et par ce personnage de Chandler et qui a envie d'en savoir plus sur qui se cache derrière ce personnage, ça peut être vraiment intéressant à lire. Et voilà, c'est pas juste une autobiographie de célébrité comme il peut y en avoir des tas. Et pour changer complètement de genre de livre, j'ai lu Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek, qui est américaine, et qui est un roman d'adaptation de mythologie nordique. Chose qui m'intéressait particulièrement parce que j'y connais pas grand-chose en mythologie nordique et c'était l'occasion d'en savoir plus. Alors on y suit Angrboda, une sorcière qui détient des pouvoirs que Odin aimerait posséder absolument. Les dieux sont pas représentés forcément de manière très très positive, mais en tout cas Angrboda en est clairement la victime puisqu'elle est brûlée 3 fois, mais elle ne meurt pas et elle prendra refuge dans les bois, elle se cachera et c'est un dieu très atypique et célèbre, je dirais pas son nom, qui va lui rendre son cœur qui lui a été arraché la 3e fois où on l'a brûlé, et qui va lui tenir plus ou moins compagnie dans cette retraite dans les bois, et qu'elle va épouser. De cette union très touchante va naître 3 enfants très 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 atypiques aussi. Je n'en dirai pas plus. Et on s'attache vraiment à cette famille, à leur petite vie recluse, mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment très attachant, très touchant. Sauf que Angrboda voit aussi l'avenir, partiellement. Même si, paradoxalement, elle a perdu beaucoup de sa mémoire, elle voit les choses arriver, elle voit notamment le fameux Ragnarok, la fin des dieux, le combat final arriver, et elle va s'en mêler. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé passionnant, passionnant, bien écrit aussi, vraiment bien écrit. Ça m'a fait penser un peu à Madeline Miller, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit Circé. Donc là, c'est la mythologie grecque pour le coup. Histoire pareille d'une sorcière recluse. Alors elle, c'est sur une île. Ça m'a fait beaucoup penser, même dans l'écriture, dans la qualité de l'écriture, j'ai retrouvé un peu du Madeline Miller. Et si je parle de Madeline Miller, je ne peux pas ne pas parler du Chant d'Achille, qui a été mon gros gros coup de cœur 2023, un livre qui m'a bouleversée et que j'ai trouvé d'une beauté incroyable. Donc voilà, Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek, très intéressant, passionnant, touchant, humain, même s'il n'y a pas d'humain dans cette histoire. Ou pas beaucoup. Et pour finir, je vais vous parler d'un livre Young Adult en anglais. Donc là, ça s'adresse plutôt à ceux qui savent lire en anglais. C'est un livre qui s'appelle The Box in the Woods, écrit par Maureen Johnson, qui est en fait une sorte de 4e tome parce qu'il arrive après une trilogie qui s'appelle Truly Devious, où là il faut vraiment les lire dans l'ordre, hein. C'est les 3 vont ensemble, alors que The Box in the Woods, ça y est, l'affaire de la trilogie a été terminée et c'est une autre histoire, avec certains des personnages qu'on retrouve. C'est vraiment dommage que ces livres n'ont pas été traduits en français. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que moi j'ai absolument adoré la trilogie Truly Devious. On y suit une adolescente de 17 ans qui s'appelle Stevie et qui est passionnée et très très douée pour tout ce qui est enquête et résolution d'affaires criminelles.
Dans Truly Devious, elle intègre une université, un lycée un peu particulier qui s'appelle Ellingham Academy, qui fait un peu penser à Poudlard, je trouve, dans l'ambiance, tout ça, même s'il n'y a absolument aucun élément fantastique dans ses romans, pas du tout. Et elle va tout faire pour résoudre une affaire de meurtre qui a eu lieu il y a, je crois que c'est il y a 50 ans, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment une trilogie hyper haletante, pleine de surprises, atmosphère géniale, où on s'attache aussi énormément aux personnages. J'avais vraiment encore une fois adoré. Et là, dans The Box in the Woods, c'est un peu particulier. C'est l'été après son année à Ellingham Academy. Et Stevie va rejoindre un camp de vacances, invité par l'organisateur lui-même, non pas pour des vacances, mais parce qu'en 1978, il y a eu un quadruple meurtre. Et alors que bon, c'est un petit village où a lieu ce camp de vacances, il y a un bois, et donc c'est là où ont eu lieu les meurtres. Et en fait, l'organisateur du camp invite Stevie pour qu'elle travaille sur cette affaire, pour qu'elle résout enfin cette affaire dont on ne sait toujours pas qui est le coupable, qui a commis ces meurtres. J'ai retrouvé l'atmosphère, j'ai retrouvé les rebondissements, j'ai retrouvé les personnages. C'est pas le même cadre, mais ça a été vraiment un grand plaisir de continuer avec cette série. Et voilà, c'est pour ça aussi que je voulais quand même vous en parler, même si c'est en anglais. J'espère qu'un jour les livres seront traduits. C'est du young adult, mais c'est tout à fait accessible, voire même il n'y a vraiment aucun souci pour que ce soit lu par des adultes sans que ce soit ennuyeux du tout. Voilà, c'était mon bilan lecture pour ce mois de février 2024. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à donner vos avis, à parler de vos lectures. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez avoir plus facilement accès aux prochaines vidéos de ma chaîne. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.